Merci à tous d'être présents pour ce 9e webinaire de Flora. Aujourd'hui, on accueille le CHS de la Savoie pour nous présenter leur projet qu'on a intitulé La simulation pleine échelle en psychiatrie, état des lieux, état de l'art, perspective clinique. Donc, vous êtes 6-7 interlocuteurs, je ne sais plus exactement. L'objectif, c'est effectivement qu'on va présenter à plusieurs voix le projet qu'on mène actuellement sur le CHS. Et effectivement, l'idée, ça va être de quand même déjà situer de quoi on parle quand il est question de simulation pleine échelle, d'en profiter pour faire un état de l'art, en tout cas sur l'usage en psychiatrie à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu quand même des éléments assez récents qui ont été publiés. On en profitera aussi pour parler au final de qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle en France au travers des différentes visites qu'on a pu faire sur les laboratoires de simulation proches, existants et dans les différents domaines. Et on finira par présenter en tout cas les perspectives de recherche sur lesquelles, à l'heure actuelle, on est en train de travailler, que ce soit de notre côté ou au sein de partenariats avec les différents éléments. Et notamment, vous verrez qu'on parlera beaucoup des éléments qu'il y a déjà sur les deux savoirs, avec vraiment des projets en cours et qui touchent bien au-delà de la question de la psychiatrie. Voilà, pour l'introduction. Super, merci beaucoup. Je vous informe que ce webinaire-là est enregistré et qui sera disponible sur YouTube. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas apparaître, je vous invite à du coup couper votre caméra. Et puis ensuite, il y aura également à la fin du webinaire un temps pour pouvoir poser des questions. Vous pouvez également utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions si jamais le micro il ne fonctionne pas ou si jamais vous voulez poser une question durant la présentation. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on débute maintenant. Je vous laisse partager votre écran. Alors, si vous avez quelque... Regarde. Alors, le temps que je retrouve la bonne page. Pas de souci. Et puis pareil, je vous invite à, pendant la présentation, à couper votre micro pour éviter peut-être des fois les petits bruits environnants. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas, bien sûr. Voilà, c'est bon? Le partage fonctionne? Oui, le partage fonctionne, c'est parfait. Eh ben, impeccable. Donc voilà, donc l'idée, ça va être de vous présenter un petit peu ces différentes questions autour de la simulation. Et ce que je vous propose, c'est déjà de s'intéresser à de quoi on parle quand on parle de simulation pleine échelle. Alors, vous allez voir qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail autour des différentes simulations. Je vais laisser déjà la parole à Marie qui va présenter un petit peu, à l'heure actuelle, la définition de la question. Alors, effectivement, la Haute Autorité de Santé nous en propose une définition. La simulation de santé consiste donc à reproduire des situations ou des environnements de soins pour le but d'enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Il en existe plusieurs modèles, différents modèles. Il y a la simulation pleine échelle qui reproduit la situation dans sa réalité. La simulation procédurale qui aura, elle, se référera plus à un protocole à essayer en simulation, tel pose de cathéter par exemple. La simulation humaine avec patient ou partenaire simulé. Et la simulation numérique qui utilise la réalité virtuelle ou Serious Game. Alors. Ouais, donc dans l'idée, je vous propose là, juste pour se rendre compte un petit peu à quoi ça correspond en termes d'espace-temps, cette simulation. Alors, c'est une diaporama en plus qui est assez précieuse parce que c'est quelque chose qu'on a emprunté notamment à OSSI, mais au docteur Sécheresse, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup publié sur le sujet et qui a la chance de travailler sur Chambéry, donc avec lesquels, justement, on évoquait ces notions de partenariat. Donc, vous voyez, une simulation, quand on parle de simulation pleine échelle, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de la situation telle que pratiquée en pratique clinique courante. Et donc, on va avoir tous ces éléments-là avec vraiment une importance sur les notions de briefing et de débriefing, puisque c'est ces étapes-là qui permettent de faire le lien, on va dire socio-constructiviste, entre le fait d'avoir pratiqué un acte ou en tout cas une séquence de soins et le fait de pouvoir l'utiliser après de façon réfléchie.
Nous, ce qu'on a beaucoup aimé en tour de présentation, alors là, je vais vous présenter un petit peu quelque chose qui permet d'avoir une idée plus large de la question de la simulation, puisqu'en fait, on va la présenter sous la forme d'un continuum. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, effectivement, quand on parle de pleine échelle, voyons, on se situe beaucoup plus dans la sim-zone, on va dire 4, c'est-à-dire au niveau le plus dense et intense en termes de rapport à la réalité, donc avec des patients plutôt simulés, des acteurs, un débriefing interdisciplinaire et vraiment une notion de en fait, les apports qu'on cherche à produire dans ces moments-là avec la simulation, ça va être vraiment l'acquisition de compétences, de savoir et aussi de gestion émotionnelle. Euh, mais le tout, c'est que c'est assez difficile de s'arrêter à juste une définition. C'est pour ça que l'idée en tout cas de SimZone, elle est intéressante, puisqu'en fait, on va déjà se situer dans quelque chose autour de la simulation, à partir du moment où on est dans le jeu de rôle, qui est quand même assez fréquemment pratiqué, en tout cas en psychiatrie. Les cibles de la simulation pleine échelle, vraiment, donc c'est ce que je vous disais, on va essayer d'aller au-devant d'acquisition de compétences pour les soignants, les professionnels. Il va y avoir une vraie interrogation autour de la notion d'interdisciplinarité. C'est un domaine qui est quand même particulièrement important en psychiatrie et je pense notamment avec de plus en plus la question des savoirs expérientiels qui rentrent au cœur des apprentissages et qui du coup viennent complètement légitimer en tout cas une façon de travailler en interdisciplinarité. Il y a la question des attitudes vis-à-vis d'un sujet. Ça, c'est particulièrement le cas. Alors, on y reviendra plus tard, mais c'est aussi la question autour du moindre recours à l'isolement et la contention, puisqu'on sait que l'attitude vis-à-vis d'un sujet va beaucoup impacter aussi le rapport avec des soignants. Il y a ces notions d'enjeux émotionnels, et là aussi, on rejoint en tout cas les mêmes objectifs, avec toujours une idée, on va dire, comme toutes les formations, d'arriver à des résultats pour le patient. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'un point de vue scientifique à prouver, si on s'en réfère notamment aux travaux de Fitzpatrick au dernier niveau. Je vous propose maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Marie qui va vous présenter un petit peu un état de l'art autour de 2 revues de littérature qu'on a du coup lues et qu'on va vous proposer. Anne-Marie, je te laisse la main. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez là? Très bien. Ah, parce que moi, je vous entends mal. Oui. OK. Donc, en effet, on a trouvé deux articles publiés donc, qui sont centrés sur la formation aux professionnels infirmiers. Donc, 2 revues de littérature avec méta-analyse. Donc, la première, c'est Pio et al. En 2021, qui s'intéresse à l'apport des stratégies de simulation dans la formation des soignants en psychiatrie. Et la seconde, du coup, celle de Zhang et al. De 2025, qui propose une analyse comparative, par contre, elle, entre les différents niveaux de simulation, également pour les professionnels de santé mentale. Donc, la première, je vous épargne mon accent anglais, je vous laisse lire. Celle de Pio et al., du coup, l'objectif, c'était d'évaluer l'efficacité globale de la simulation en psychiatrie pour les étudiants infirmiers et infirmiers praticiens. Au niveau de la méthodologie, on était sur une revue systématique avec méta-analyse, avec l'inclusion de plusieurs modalités de simulation, donc les patients standardisés, le jeu de rôle, la réalité virtuelle, les mannequins. Donc, il y avait une analyse qui était réalisée sur les effets sur les connaissances, les compétences, les attitudes et les comportements cliniques. Les principaux résultats sont que, du coup, la simulation apporte globalement des compétences et des comportements cliniques. Les effets sur la connaissance et les attitudes sont moins significatifs. Et l'étude, par contre, ne distingue pas les effets selon le type de simulation. Les patients standardisés et le jeu de rôle semblent plus prometteurs, mais les données sont hétérogènes. Et les auteurs soulignent un manque d'études de haute qualité et une forte variabilité des méthodologies. Donc, en gros, l'article dit que la simulation, elle est globalement efficace en psychiatrie, surtout pour les compétences pratiques et comportementales, que c'est un type d'apprentissage sécurisé, un outil pédagogique pertinent en formation initiale et continue. Les preuves sont moins solides pour la connaissance et les attitudes, notamment en raison de la diversité des modalités et des outils de mesure. Pour la seconde étude,
celle de l'article de Zhang et al. L'objectif, c'était d'évaluer via cette méta-analyse de 62 études l'efficacité comparative des 5 modalités de simulation en santé mentale, donc entre les patients standardisés, le jeu de rôle, la réalité virtuelle, les mannequins et la simulation vocale. Donc, au niveau des résultats, il note que pour les patients standardisés, il y a une très forte amélioration de la compétence, de la connaissance, de la confiance, du sentiment d'auto-efficacité et une réduction de l'anxiété. Pour les jeux de rôle, il note une amélioration significative en pré-post sur toutes les dimensions. Une limite, c'est que le réalisme est variable et qu'il y a un risque de stéréotype. Au niveau de la réalité virtuelle, il y a une amélioration de la connaissance, du sentiment d'auto-efficacité et des compétences en pré-post. Les limites, c'est un manque d'interaction humaine, le coût de maintenance et la variabilité technologique. Pour ce qui est des mannequins, il n'y a aucune amélioration significative en connaissances ou compétences et elle est peu adaptée à la santé mentale. Et les simulations auditives, enfin vocales, il y a une amélioration de la connaissance, mais pas sur le reste des compétences. Donc, j'ai pas fini, Anthony. Merci. J'ai cru que tu en avais encore une, pardon. Donc, les patients standardisés sont la modalité la plus efficace pour développer les compétences en santé mentale. Les jeux de rôle, la réalité virtuelle et les simulations vocales sont utiles, mais doivent être intégrés dans des dispositifs pédagogiques plus structurés. Et les mannequins sont peu pertinents pour la psychiatrie. C'est bon. Merci. Impeccable. Merci, Anne-Marie. L'idée, c'est que maintenant, donc, vous voyez un petit peu le teaser pour la suite. Je vais laisser la parole à Karine qui va vous présenter, en tout cas, l'état des lieux au travers de la présentation des visites qu'on a pu faire dans 3 laboratoires de simulation, que ce soit Proximal ou jusqu'à Pau, puisque Pau est assez pionnier en la matière en psychiatrie. Voilà. Karine, je peux également laisser la main sur le diaporama si nécessaire. Merci Anthony. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. Donc non, oui. Anthony, je peux te laisser la main, il n'y a pas de souci. Après la présentation de mes collègues sur les fondements de la théorie de la simulation en santé, je vais vous présenter les 3 labos de simulation que nous avons visités depuis le début d'année de 2026. Donc, premier laboratoire, c'est Sensim 64 à Pau. Qui est rattaché au centre hospitalier des Pyrénées. Quelques mots-clés pour définir ce centre de simulation. Donc, tout d'abord, il propose une immersion dans la réalité afin d'être au plus proche des situations réelles de terrain. Son objectif est donc de favoriser et mobiliser la qualité des soins et le management par le transfert des compétences. Et aussi, il contribue à la sécurité des soins par justement cette immersion en situation réelle auprès d'un public assez large, parce que la particularité de Sensim 64 est de proposer des séances de simulation non seulement aux professionnels et aux étudiants du centre hospitalier, mais également à un large public, on verra tout à l'heure en détail, externe de leur réseau partenaire. Quelques chiffres pour présenter l'équipement et les ressources humaines de Sensim 64. Donc, tout d'abord, des locaux qui étaient vacants, qui ont été transformés en un grand labo de simulation, puisqu'ils représentent une surface de 360 mètres carrés, donc 8 salles. Ils ont des mannequins de simulation procédurale. Ils proposent également du matériel de réalité virtuelle. Ils ont reconstitué entièrement un service de soins dans ces locaux, puisqu'on peut retrouver donc des chambres hospitalières, des bureaux, des offices. Ils ont même reconstitué une chambre d'EHPAD à l'attention du coup de leurs étudiants, puisque au CH des Pyrénées, il y a également une école d'AES et d'AMP, qui profite de la formation par la simulation en santé. On va voir tout de suite après, mais du coup, il y a une grande salle de débriefing avec un écran qui rediffuse les séances de simulation et donc un service informatique qui est à ce jour autonome, puisque ce sont les services informatiques de l'établissement qui gèrent la maintenance. Juste, je voulais faire un petit point sur l'équipe. Donc, il y a un cadre supérieur, un cadre de santé, un adjoint administratif. Il y a 7 formateurs et 7 acteurs.
Il y a également un infirmier expert qui participe à la construction des scénarios et à leur réalisation, des scénarios, pardon. Et donc un budget de fonctionnement annuel pour la formation des formateurs. Donc sur les photos, vous retrouvez en haut à gauche donc la salle de briefing débriefing avec un écran qui rediffuse les séances de simulation. Ils ont un système intéressant et mobile pour réaliser les différentes sessions de formation dans les salles qu'ils proposent, à savoir qu'ils ont des caméras, ce qu'on peut voir en bas à gauche, qui sont fixées sur des socles aimantés qu'on retrouve sur la photo en haut à droite, avec un système de micro intégré, et donc qui permet, selon où se passe la séance de simulation, d'avoir une rediffusion dans la salle de briefing et débriefing. On retrouve également sur les photos une chambre type hospitalière, mais donc il y a également de nombreuses autres salles de simulation. En quelques chiffres, l'activité de Sensim 64, donc pour l'année 2025, il y a eu en tout 54 sessions réparties sur 7 mois, qui ont permis de former 20 groupes internes, donc comme je disais, les professionnels du centre hospitalier des Pyrénées, leurs étudiants, mais également 34 groupes externes qui donc appartiennent au réseau partenaire, à savoir les structures sociales, médico-sociales, des EHPAD, d'autres établissements de santé du secteur, des entreprises, des associations, des professionnels de la ville de Pau, France Travail. Et donc, leur projet, c'est d'intégrer le GHT pour pouvoir faire profiter de cette formation à un plus large périmètre de professionnels. Comment est organisé et comment est assuré le suivi de ces formations à Sensim 64 ? Donc, tout d'abord, ils réalisent un suivi mensuel par catégorie socio-professionnelle et ils font également une évaluation des formateurs. Chaque séance de simulation en santé fait l'objet d'un retour expérientiel 3 mois avant, 3 mois après les séances, sous la forme d'analyse de la pratique. Et donc, ils ont déposé actuellement un dossier pour être reconnus, labellisés en lien avec les recommandations de la HAS. Donc là, ils sont en attente de réponse. Ils se sont constitués en commission pédagogique pour avoir une identité au sein du centre hospitalier des Pyrénées, ce qui leur permet de faire un retour sur leur activité aux instances, notamment la CME, la CSIRMT, la DRH. Quels sont les points forts de Sensim 64 ? Donc déjà, c'est la configuration des locaux, donc locaux vacants qui ont complètement été aménagés en salle et en laboratoire de simulation. Le large public à qui s'adressent ces séances de simulation, que ce soit leurs professionnels ou le réseau partenaire externe. Et donc, leur souhait et leur défi pour les années à venir, c'est bien de développer la recherche en simulation en lien avec les sessions qu'ils proposent et également d'intégrer le GHT afin d'étendre le paramètre des formations. Ils ont un site, Epsilon, sur lequel on retrouve l'ensemble des catalogues des formations qui est étayé, qui est défini, donc qui peut servir de base documentaire également pour la recherche de scénarios. Deuxième laboratoire de simulation visité, c'est donc OPSIM, au CHMS, Centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry. Quelques dates clés, donc tout d'abord en 2006, la création du CESU 73, Centre d'enseignement de soins d'urgence, qui a ensuite évolué en 2010 par Sensim, donc avec des locaux dédiés sur le site du CHMS. 2015, intégration complète au CHMS en lien avec la fusion du site de Chambéry et de Aix-les-Bains. En 2020, donc, l'OPSIM prend son identité puisque ça devient le nom du centre de simulation. Et donc, en 2024, ils ont reçu le prix ANFH pour la meilleure formation dans la catégorie management. Le positionnement de OPSIM sur son territoire est donc avec un rayonnement assez important puisque c'est un centre de référence pour la simulation en santé avec un rayonnement national et international. Ils sont situés sur le site du CHMS. Ils ont en tout 3 laboratoires de simulation en santé, dont une ambulance. Ils sont certifiés Calliope et sont rattachés à la Sofra Sims dans le cadre des bonnes pratiques de la HAS. Ils ont donc un réseau partenarial assez important avec l'USMB, Université Savoie-Mont-Blanc, l'ANFH, Sofra Sim, donc la Société francophone de simulation de santé,
et l'ANSESU. Il participe annuellement au colloque francophone de simulation depuis 2013. Comment est organisé OPSIM dans son offre de simulation en santé? Donc déjà, le public visé sont l'ensemble des professionnels du CHMS et des établissements rattachés à cet établissement. Il s'adresse donc aux équipes pluridisciplinaires, aux managers, aux formateurs et également aux étudiants. Ils proposent une simulation pleine échelle, donc comme on peut voir sur les photos, avec du matériel haute fidélité, que ce soit sur le site du centre de simulation, mais également ils peuvent délocaliser, comme par exemple un bloc opératoire entier quand il y a besoin de faire des séances de simulation sur site. Ils proposent également des formations sur mesure à la demande des équipes soignantes et des unités de soins. Ils sont donc certifiés Calliope. Ils font partie intégrante du développement professionnel continu du CHMS. Et donc, ils ont un partenariat dans la recherche en lien avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, avec les sciences de l'éducation. Ils proposent des séances de simulation centrées sur les disciplines MCO, telles que urgence, réanimation, anesthésie, bloc opératoire, néonatologie. Ils proposent également des séances de simulation sur la communication thérapeutique, l'hypnose médicale, des séances sur la thématique du management en santé, et ils proposent également la formation de formateurs en simulation en santé. Donc, comme on a vu sur les photos, du matériel de haute fidélité. Et donc, on peut dire en synthèse que OPSIM répond à l'objectif qui est de proposer de la simulation pleine échelle et qui est donc un centre de référence sur son territoire. Troisième établissement que nous avons rencontré, c'est donc le centre de simulation de Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Donc, Saint-Jean-de-Dieu est un établissement privé à but non lucratif rattaché à la fondation ARHM, donc Action de recherche handicap et santé mentale. Quelques dates clés pour présenter ce centre de simulation. Donc, en 2015, un cadre supérieur de santé référent a mobilisé des fonds auprès de l'ARS. Ensuite, il s'est rapproché des IFSI et de Xanzim 64 pour la construction des scénarios, pour ouvrir en 2021 2 laboratoires de simulation qui étaient donc des locaux vacants sur le site de Saint-Jean-de-Dieu. En 2022, ils ont mis en place un projet de recherche sur la thématique du moindre recours à l'isolement et la contention. Et ils ont pour projet en 2026 de faire l'acquisition de matériel mobile pour pouvoir délocaliser la formation de simulation, que ce soit dans les unités de soins ou dans leur centre de formation. Ils proposent des formations à l'ensemble des professionnels de Saint-Jean-de-Dieu, le but étant de transférer les compétences vers les professionnels. Ils le proposent également lors de l'accueil des nouveaux arrivants et lors de la formation consolidation des savoirs cliniques et pratiques en psychiatrie. Ils ont un réseau partenarial avec la Croix-Rouge, donc établissement sur lequel ils se sont tous formés à la simulation, et ils proposent toujours des immersions 2 fois par an. Un IPA est donc référent pour l'écriture et le suivi et la réalisation des scénarios. Donc, ces séances de simulation s'adressent à l'ensemble des équipes pluriprofessionnelles, que ce soit IDE, IPA, aides-soignants. Ils constituent des groupes de 6 à 12 professionnels. Comme je l'ai dit, ils l'intègrent dans la formation des nouveaux arrivants. Et bilan de l'activité entre 2023 et 2024, ils ont pu former 68 professionnels. Actuellement, ils souhaitent le proposer dans le cursus d'accueil des étudiants à l'IFSI. Quelques photos pour présenter le centre de simulation de Saint-Jean-de-Dieu. Merci Anthony. Donc, il y a une salle de débriefing avec un écran qui donc diffuse les séances de simulation aux participants. Dans la deuxième photo, on peut voir qu'on est dans l'entrée du laboratoire de simulation puisqu'ils ont équipé même l'entrée pour simuler l'accueil d'un patient en unité de soins. Et donc, la régie qui est située entre la séance de la salle de débriefing et les chambres de simulation. Comment est organisée, merci Anthony, pour la diapo suivante, les séances de simulation sont organisées, les séances de simulation à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, ils proposent des sessions d'1 heure
Pourquoi 1 heure? Donc, c'est un format court. L'objectif était d'inviter un maximum de professionnels sur le temps de chevauchement des relèves. Ils ont donc 2 labos de simulation qui sont entièrement vacants et à leur disposition puisque c'est sur le site de Saint-Jean-de-Dieu. Et donc, chaque scénario est présenté à la commission de soins et à l'ensemble de l'encadrement avant d'être testé par les formateurs et donc mis en place pour les sessions de formation par simulation. Les thématiques sont bien sûr centrées sur la psychiatrie et santé mentale, notamment le moindre recours à l'isolement et la contention. Ils proposent également un atelier sur la pharmacie des erreurs. Et donc, ils peuvent également proposer des scénarios sur mesure à la demande des équipes et des unités de soins. Leur projet et perspective pour 2026, donc c'est notamment une collaboration avec le CHS de la Savoie, que ce soit en lien avec leur catalogue Agora Cloud et le partage des scénarios, que ce soit sur le partage des formations et la mutualisation des séances de simulation. Et donc, leur grand projet pour 2026, c'est d'acquérir du matériel mobile type RAC afin de pouvoir exporter leurs séances de simulation au sein des services de soins ou alors dans d'autres lieux dont les scénarios auraient été créés. En conclusion, nous pouvons dire que ces visites nous ont offert un éclairage précieux sur des approches innovantes. Découvrir différentes infrastructures et pratiques qui façonnent la simulation en santé sur le territoire nous a vraiment ouvert des perspectives et donc c'est ce que mes collègues vont vous présenter dans la suite de cette présentation. Merci pour votre attention. Merci Karine. Donc, en tout cas, pour reprendre un petit peu la main, maintenant qu'on nous a présenté un petit peu voilà, les éléments qui vont servir de modèle à notre réflexion, en tout cas les éléments aussi bien d'un point de vue empirique que sur le plan de la recherche, nous, on s'est intéressé à ce qu'on pouvait en faire de cette simulation sur le CHS de la Savoie, et vous allez voir que il y a plusieurs pistes qui sont déjà un petit peu sorties. Le premier élément, je vais laisser la parole à Jean-Michel, puisque c'est en tout cas pour faire suite à une démarche qu'on a déjà eu à faire autour de questions institutionnelles l'année dernière. Une expérience pilote sur CHS auprès des soignants, une implication de l'ensemble des parties prenantes, patients, familles, soignants, dans la réflexion autour des situations à travailler. Donc, il y a eu des scénarios qui ont été faits et ils ont été testés avec le personnel du CHS. Ça a pu mettre en avant les problèmes de gestion des émotions et comment on allait travailler. Après, il y a un engagement communautaire associatif, c'est-à-dire intégrer les familles, les associations dans ce travail pour construire une dynamique dans l'été. Voilà, pour compléter un petit peu ce qu'évoquait Jean-Michel, le but, c'est qu'on s'est rendu compte que la question de la simulation, elle nous permettait de traiter de difficultés spécifiques et de mettre en jeu, en tout cas, des éléments qu'on a pu constater, que ce soit au travers d'éléments de retour des équipes, d'événements indésirables, d'autres choses comme ça. Et l'idée, ça va être de faire un petit peu pareil, mais de façon plus large, parce que cette question, au final, émotionnelle, en tout cas, il nous semble que ça concerne vraiment aussi bien, au final, les usagers que les familles. Les retours qu'on a sur les hospitalisations, en tout cas, laissent à penser que probablement la question d'écrire des scénarios et de réfléchir à de la simulation serait beaucoup plus riche si on intégrait aussi les éléments de retour d'autres personnes. Le deuxième projet sur lequel on a beaucoup réfléchi et qui, on va dire, un petit peu au cœur aussi de ce qui nous a amené au départ à la simulation, c'est cette question de moindre recours à l'isolement et à la contention, puisque, en fait, l'un des éléments majeurs qu'on a retrouvé dans la littérature, quand on s'est intéressé à la question du moindre recours, c'est que pour les soignants, un des facteurs, beaucoup plus par exemple que le nurse bed ratio, la question de sentiment d'insécurité ou de sensation en tout cas, le sentiment perçu d'insécurité pour les soignants avait un impact beaucoup plus grand que le nurse bed ratio, par exemple, sur la question de l'usage de l'isolement, de la contention, et qu'au final, les stratégies de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, de réduire cette sensation de ne pas réussir à faire face à l'agression, ou en tout cas d'arriver à avoir une nuance quant à la sensation d'agressivité perçue, pouvait en avoir un apport particulièrement intéressant.
Dans l'idée, nous, ce qu'on a commencé à construire, c'est que du coup, alors ce qui tombe particulièrement bien, c'est qu'on est au cœur aussi de l'actualité sur le plan politique, puisque il est maintenant question effectivement d'un objectif énoncé par le ministère à 2030 sans contention. Mais le but, ce serait pour nous de proposer au final à l'ensemble des agents qui arrivent sur l'établissement un programme qui vienne compléter la question de la conso des savoirs de 5 jours autour de la question du moindre recours à l'isolement et la contention, pour vraiment balayer de façon très large, que ce soit les stratégies d'apaisement, de désescalade, l'usage des éléments qui sont maintenant vraiment obligatoires, que ce soit le plan de crise conjoint, la question du débriefing post-isolement, des choses comme ça. Et notre idée, ce serait de pouvoir tester ce programme avec une journée de simulation en son sein, qui permettrait justement de voir, puisque en tout cas l'hypothèse sur le plan théorique, qui semble être montrée en tout cas par d'autres éléments, c'est qu'effectivement le renforcement du sentiment d'efficacité personnelle et de cette stratégie de confiance dans la façon de gérer l'agression ou l'agressivité est vraiment renforcé par de la simulation pleine échelle. Donc ça, c'est quelque chose, alors c'est aussi l'un des intérêts de toutes les présentations qu'on a faites, c'est que vous avez pu voir, la simulation pleine échelle demande des moyens importants et conséquents dans la mise en place. Et vraiment, un des éléments qu'il faut retenir aussi autour de cette question, c'est que plus on va proposer la formation à des professionnels qui sont nouveaux, plus le fait d'être proche de la réalité du terrain va permettre de gérer les questions de gestion émotionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus efficace d'avoir une simulation pleine échelle sur plan la simzone de niveau 3 ou 4, et vraiment même plutôt 4, pour des professionnels qui sont débutants. Parce que plus on les rapproche de ce qu'ils vont rencontrer dans la vraie vie, plus c'est fonctionnel en termes de stratégie d'apprentissage. L'un des autres éléments, et alors vraiment ça a fait pour nous complètement de cœur avec du coup que ce soit la création de la Flora, mais aussi le développement de partenariats sur le plan régional, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment un enjeu autour de Opsim, le laboratoire qu'on vous a présenté. Vous avez pu le voir, ils ont beaucoup de matériel et beaucoup d'avancées sur le plan de la santé somatique, mais toute la part de psychiatrie reste du coup à voir. Voilà. La question aussi de la simulation, et un des enjeux qui est majeur, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact direct sur des très grosses conséquences de soins néfastes. Voilà, c'est maintenant devenu une norme. Enfin, je n'ai pas connaissance, en tout cas, de programme d'AFJSU qui n'intègre pas des moments de simulation, parce que le seul moyen d'éviter de se retrouver bloqué face à une situation qui nous dépasse, c'est de l'avoir déjà vu, de l'avoir déjà testé, d'avoir déjà essayé. Donc là, le projet PIST que je vous présente, alors c'est quelque chose qui est porté donc par Opsim, donc à savoir la personne de Carole Duret et de Thierry Sécheresse, qui sont vraiment du coup au cœur de ce projet, et qui est déjà en association avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors je pense notamment aussi membre de la Flora, Arnaud Carré, qui est du coup à la tête d'un laboratoire de psychologie sur Chambéry, mais ça va aussi proposer plein d'autres propositions d'associations. Je pense notamment à des laboratoires de mécatronique, par exemple, pour les questions de santé sur le plan de la néphro. Il va y avoir des partenariats avec les sciences humaines, avec la question des formations en management, avec le GHT et du coup avec le CHS de la Savoie, puisqu'on va dire qu'on se retrouve beaucoup sur les éléments que peut amener par exemple Arnaud Carré autour de la question justement d'intégrer les expériences émotionnelles au sein de ces programmes de simulation, de pouvoir travailler la question des pures compétences, on va dire, sociales, d'entretien, autre chose comme ça. Et là, en l'occurrence, nous, on a aussi en tête de travailler les questions de désescalade. Voilà. Donc, je vous ai mis en référence effectivement un de ces premiers exemples d'articles qui a pu être publié sur des partenariats avec l'ensemble du réseau savoyard. Évidemment, ça a donné lieu à plusieurs journées de collaboration et avec notamment dans l'idée de pouvoir aussi implanter un laboratoire de simulation qui soit transversal à l'ensemble des acteurs. Puisque ce que vous avez pu voir, c'est que les laboratoires de simulation, ça manque du matériel, mais qu'une des stratégies qui est en général les plus pertinentes, c'est de pouvoir aussi répartir les coûts en fait, de fonctionnement et de proposer du coup une mutualisation des moyens pour que, au final, on gagne en efficience
en sachant qu'il est déjà concrètement prouvé que la simulation amène une réduction des coûts de santé, notamment dans le coût des conséquences négatives suite à des difficultés dans les soins. Donc ça, c'est une certitude. Par contre, l'engagement financier à réaliser ces simulations est conséquent et du coup, tous les partenariats sont plutôt bons à prendre. Voilà, donc pour finir, simplement, voilà, on laisse en lien la question de la bibliographie qu'on a réalisée pour cette, de ce webinaire. Et puis, sur ce, en tout cas, merci beaucoup de votre attention et on reste complètement disponible pour échanger ou répondre à quelconque question. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ouvrez vos micros. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. Non, j'ai applaudi. C'est ça que tu as vu, je pense. Mais... C'est ça, du coup, que j'ai dû voir. Et n'hésitez pas sinon à écrire dans le chat également si vous avez des questions. J'en ai une tout de suite, le temps que d'autres arrivent. Sur le financement des projets de recherche, vous avez en tête des dispositifs de financement genre PHRIP, genre PREPS peut-être, ou des choses comme ça? Ou pas du tout. Pas du tout, non. En fait, la difficulté, c'est qu'en gros, le projet qui serait le plus facilement montable, et notamment avec les questions, enfin, on travaille beaucoup avec le CHMS et notamment avec voilà, Léo Blévard qui proposait du coup vraiment de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Mais en fait, ça va nécessiter qu'on ait déjà construit au moins une utilisation de la simulation facile, enfin, en tout cas qu'on ait l'ensemble du nécessaire pour pouvoir tester ça. Donc, je dirais que ça va être probablement effectivement l'objectif dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent, en tout cas, de réfléchir à un projet de recherche et à un montage financier autour de la question. Mais pour l'instant, on n'est même pas retourné voir Léo Blévard, voilà, notamment sur le CHMS, parce qu'il nous manque encore des éléments. C'est un des enjeux aussi qui est intéressant au final autour de la question, c'est-à-dire que ce projet de recherche, il vient en même temps s'appuyer sur tous les besoins de transformation institutionnelle de l'établissement. C'est-à-dire que ça nous permet d'avancer à l'heure actuelle sans avoir spécifiquement focus la question purement de la recherche, juste parce que, par exemple, la certification 2025 intègre de la simulation et que ça devient du coup une exigence obligatoire. Donc, on a vraiment plein d'éléments en fait, sur lesquels avancer en parallèle de la question purement de la recherche. Mais c'est très intéressant par contre comme question, Julien. En plus, j'avais en tête, mais vous êtes bien placé, Anthony, pour le savoir, vu que vous êtes au comité scientifique de Flora. Lors de la dernière session, on a eu une présentation sur la recherche interventionnelle. Et c'est vrai, ouais. Je me dis que c'est aussi le genre de sujet qui s'y prête bien, parce que finalement, ça peut être déployé dans plusieurs établissements. Ça peut permettre d'identifier à la fois ce que certains appellent les fonctions clés, quoi. Donc, ce qui est impératif à retrouver partout, et au contraire, les éléments qui peuvent être adaptés en fonction des contextes, en fonction des établissements, des services. Enfin bon, voilà. Donc, il y a un beau champ, je trouve, devant nous pour développer des projets avec, en plus de ça, notamment donc Saint-Jean-de-Dieu que vous avez présenté, qui est aussi donc sur notre territoire. Alors, ça ne nous empêche pas même de bosser avec Pau, mais bon, voilà, il y a de la ressource, quoi, on va dire. Non, alors effectivement, hein, sur la dernière présentation autour de la question justement des sciences de l'implantation, on s'est dit qu'on était au cœur de ces éléments-là. Bien sûr, sur l'intégration de la simulation, pas seulement comme quelque chose, effectivement, juste focus autour de la FGSU, mais vraiment quelque chose qui prenne en compte les éléments marquants de la psychiatrie. Je pense qu'il y a un enjeu majeur. Ouais. J'ai une autre question, mais je la garde de côté, peut-être pour laisser la parole aux autres. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions. Kenza, allez-y, vous avez levé la main. Oui. Je vous en prie. Oui, bonjour à tous et merci pour la présentation. C'est vraiment très intéressant. Et, enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certains sur le sujet, mais je pense que c'est essentiel. Enfin, on ne peut pas s'en passer, en tout cas, pour former les professionnels en psychiatrie. Par contre, en vous écoutant, j'ai quelque chose qui m'est venu en tête. Est-ce que vous savez si c'est utilisé en psychoéducation auprès directement des personnes concernées ou même des proches? Je me suis dit que ça pouvait être aussi un format intéressant. Alors c'est une excellente question, Kenza.
nous, ce qu'on a pu constater, alors pour l'instant, on a rencontré d'autres laboratoires de simulation, notamment il y en a qui sont venus présenter sur la journée piste, là, autour de création d'un laboratoire. Ce que présentait notamment, alors je crois que c'est dans le nord de la France, c'est quoi la C'est ville? Lille, je crois, non? Non, c'est pas Lille, c'est Amiens. Amiens, voilà. Amiens, Ils ont un énorme laboratoire qui a été financé sur des fonds européens à Amiens, et eux, ils l'utilisent pour faire de la simulation auprès de personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Et en fait, ils préparent les personnes avec un trouble du spectre autistique, par exemple, à la réalisation d'un IRM en prenant le temps qu'il faut. Donc, c'est financé par des fonds associatifs ou des fondations. Mais en gros, leur objectif, c'est que 100% des personnes qui arrivent après, derrière, à aller faire leur IRM, leur scanner ou autre, aboutissent à un soin fonctionnel. Voilà. Et du coup, ça marche plutôt très bien. Ils en étaient assez contents. Du coup, ils utiliseraient vraiment cette simulation-là comme ça, dans ce cadre-là. Je n'ai pas de notion d'autres éléments. Par contre, effectivement, dans la psychoéducation, l'utilisation de jeux de rôle est courante. C'est très fréquemment qu'on utilise du jeu de rôle en simulation. C'est juste qu'on va rarement dans une notion d'aller plus loin dans la notion de pleine échelle. Voilà. Et je pense que la difficulté, c'est autour du coût que ça représente la question de la simulation pleine échelle. C'est-à-dire que plus on va être fidèle à la réalité, plus il faut engager de moyens, que ce soit en termes d'acteurs, de choses comme ça et autres. Et c'est ce qui fait que c'est souvent réservé sur les situations où on vise une énorme efficience. Alors que pour autant, je pense que ce serait extrêmement intéressant dans la question de la psychoéducation. Mais à mon avis, c'est le rapport à l'efficience qui pose problème. D'accord, ok, merci. Mais oui, enfin, j'imagine en tout cas que pour les patients TSA, enfin, l'exemple du site là, pour l'IRM, ça doit être bien aidant. Ouais. En fait, c'est vraiment, c'est quelque chose auquel ils n'avaient pas réfléchi avant, mais c'est des assos en fait qui ont commencé à leur parler de ça, et du coup, ils ont intégré ça comme pratique courante. Mais je pense que c'est un peu souvent la réalité de ces laboratoires de simulation. C'est-à-dire que le but, c'est que ça tourne à plein régime pour vraiment être le plus rentable possible. Et du coup, toutes les pistes qui permettent de travailler sur des éléments supplémentaires sont bonnes à prendre. Ok, merci. J'en profite, je suis désolée, je vais devoir vous quitter. J'ai un soin derrière, mais merci en tout cas pour la présentation. Non, merci. mais merci d'être venu. Y a-t-il d'autres questions? Julien, il me semble que tu avais une autre question, je ne sais pas si... Oui, je découvre le sujet, hein, donc désolé si c'est très naïf comme question. On comprend bien que c'est selon la nature ou le type de dispositif, c'est plus ou moins technologique, si je puis dire. Ça peut aller du peu technologique au très technologique. Et du coup, alors vous avez pensé que je suis obnubilé par la question des financements, mais est-ce que ça peut intéresser le secteur des medtech, ça? Parce que on peut imaginer qu'il y a pas mal d'acteurs aussi qui peuvent être amenés qui produisent voilà des dispositifs et qui peuvent être amenés à vouloir en démontrer la preuve de leur efficacité, la preuve de leur pertinence, et que parfois il faut dire clairement, ils peuvent sponsoriser des recherches ou en tout cas intégrer des projets. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez déjà vu ça? En tout cas, vraiment sur la question purement, c'est un petit peu la difficulté, je dirais, autour de la simulation, puisqu'elle est issue de deux branches assez différentes, mais qui au final se rejoignent pour aller vers quelque chose qui vise un idéal de reprendre le plus possible la situation du réel. L'une des origines de la simulation, ça va être les questions de l'ingénierie. Par exemple, de l'aéronautique ou des questions comme ça, où du coup, il était absolument essentiel de tester avant de piloter un agent ou un appareil énorme, d'essayer sur un simulateur. Ça va être la même réalité sur les questions du nucléaire, par exemple, où il paraît quand même impensable d'attaquer à brûle-pourpoint dans un réacteur nucléaire avant d'avoir testé en simulation. Mais donc, il y a toute cette partie-là qui est reprise, par exemple, beaucoup par Opsim, où il va y avoir vraiment beaucoup de matériel spécifique, concret ou des choses comme ça. Je n'ai pas à ce niveau-là de connaissances, en tout cas d'entrepreneurs qui aient proposé leur matos. Par contre, c'est au cœur des réalités des laboratoires de Jacob. Là, vraiment, c'est l'exemple que j'évoquais en néphro. Eux, leur objectif, c'était de réaliser en tout cas, des fistules pour les dialyses avec le plus de ressemblance possible pour former les infirmiers à être le plus pertinent, parce qu'en l'occurrence, le fait de maintenir cette fistule dans un état idéal permet d'assurer aux personnes une dialyse pendant très longtemps. Donc, c'était vraiment important. En psychiatrie, par contre, on va être beaucoup plus issu de la question de la simulation et de la simulation jeu de rôle, pardon.
Voilà. Et du coup, l'enjeu, il est le plus souvent autour de la question de la pertinence de l'acteur, le patient simulé. Voilà. Où vraiment, alors là, notamment, on a rencontré les équipes de Genève qui fonctionnent vraiment sur le même modèle et qui, eux, prennent des acteurs. Voilà. Et en gros, le gros de leur financement et le gros des coûts de fonctionnement de la simulation, c'est par le biais d'acteurs, en sachant qu'ils vont jusqu'à des acteurs qui acceptent des éléments avec de l'agitation physique, avec une forme de contention physique, sans aller jusqu'à, voilà, en tout cas la contention mécanique, mais enfin, quelque chose qui, même nous, ne nous était pas venu à l'idée. On avait vraiment beaucoup plus en tête quelque chose où on travaille uniquement la relation et pas du tout le focus corporel. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si Julien, tu as autre chose à ajouter. Juste remercier les intervenants pour la qualité de la présentation et pour avoir réussi à articuler ça à plusieurs voix, ce qui n'est jamais évident, mais ça, vous avez vraiment bien réussi, je trouve, donc bravo pour ça, et c'était très clair et très intéressant. Merci beaucoup, et puis on vous souhaite à tous une belle après-midi. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt.